ce soir, le sujet, tout ce que vous pouvez vous faire rembourser ou pas par votre entreprise. Voilà, c'est une question, hein, Jean-Luc, qu'on nous pose vraiment très Oui. souvent, Bah, oui, notamment les créateurs d'entreprises. c'est une question qui revient régulièrement. En effet, c'est important, hein, savoir qu'est-ce qu'on peut déduire sur sa société, parce que quand on est en société, l'inconvénient, c'est que la société elle peut avoir de l'argent. Pour sortir l'argent de la société, c'est pas toujours évident. Donc, on va voir en effet tout ce qu'on peut déduire sur la société, récupérer de l'argent pour le sortir de la société. Alors que vous soyez créateur d'entreprise ou que vous soyez déjà sur les rails, eh bien, ce soir, on va essayer de vous montrer, vous expliquer vraiment jusqu'où vous pouvez aller en termes de déduction fiscale, quelles sont les limites à ne pas dépasser. On va vous montrer des exemples concrets, on va vous parler d'exemples concrets de nous, ce qu'on a vécu, de ce qu'on connaît du terrain. On suit chaque année, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, beaucoup de contrôle fiscal. Eh bien, les contrôles fiscaux, c'est vraiment la bonne occasion de connaître les limites qu'acceptent, les limites de tolérance du fisc. Donc, on va vous partager tout ça ce soir et on essaiera d'en tirer les bonnes pratiques, de vous expliquer ce que vous pouvez faire et quels sont les arguments qui vont vous aider à passer en charge dans votre entreprise le maximum de ce que vous pouvez passer sans prendre trop de risques. Vous allez voir. Donc, ça va être assez amusant. C'est un webinaire un peu atypique parce qu'on va beaucoup parler. Mais voilà, prenez des notes. Vous pouvez voir ce webinaire en replay. Donc, vous n'avez pas à l'enregistrer, mais revoyez-le si nécessaire. Partagez-le avec vos amis. Voilà. Donc, ce soir, de quoi va-t-on parler? Pardon, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, nous sommes Jean-Luc Jablot. Jean-Luc, quel est ton métier, Jean-Luc? Expert comptable depuis quelques années, donc au cabinet Socic. Eh oui, il en faut. Eh ben, pareil, Xavier Barrière, expert comptable chez Socic et Sobiz. Voilà, depuis quelques années également. Donc, au programme ce soir, tout ce qui est dédié au divertissement, Netflix, Deezer, Amazon, Prime, tout ce qui est dépenses de transport, abonnement Vélib, trottinette, Lime, etc. Les restos, les dépenses chez Deliveroo, chez les Uber Eats, toutes les plateformes qui vous livrent de la nourriture, des repas. Comment les passer en charge? On va vous dire qui peut les passer en charge et quels arguments mettre en avant pour les passer en charge. Les cadeaux clients. Alors, on a mis quelques marques, histoire de le côté un peu bling-bling de Jean-Luc, mais quelques marques simplement pour illustrer, pour vous dire, Jean-Luc nous parlera d'un arrêt assez connu dans notre petit milieu concernant des manteaux de fourrure. On parlera des vêtements. On a souvent la question, est-ce que je peux passer un costume, un tailleur, des chaussures que j'utilise que pour mon activité professionnelle? On vous donnera notre interprétation et nos conseils là-dessus. On parle bien évidemment des voyages professionnels dont la limite n'est pas toujours très claire entre voyages professionnels et personnels à l'étranger, notamment quand on parle du monde et qu'on reste quelques jours en plus sur la plage. Voilà. Et bien tout ça, on va vous expliquer. Donc, évidemment, on ne va pas parler de toutes les marques, mais c'était vraiment pour ce qu'on souhaite partager avec vous, c'est vous montrer l'éventail des possibilités de ce que vous allez pouvoir passer en frais dans votre comptabilité. Donc, la règle du jeu, Jean-Luc, est-ce que tu peux nous rappeler vraiment la règle du jeu que le fisc donne et que vous pouvez retrouver sur le site servicepublic.fr? Voilà, alors en fait, on va rappeler les bases. Alors vous allez voir, les bases, en fait, c'est surtout du bon sens, hein. L'administration fiscale, en fait, elle va regarder la réalité des choses et voir, en fait, en fonction de ces critères-là, si les dépenses que vous avez fait, vous allez pouvoir les déduire. Alors à chaque fois, en fait, quand vous avez une dépense, vous ne savez pas si c'est possible de la déduire ou pas, il faut revenir à ces grands principes-là et normalement, ça vous donne la réponse. Alors, on va les voir en détail, hein. C'est ce qui est repris en fait dans le Code général des impôts. Donc, pour être déductible, en fait, une dépense, donc déductible, c'est-à-dire qu'elle passe dans les frais de la société, elle doit être engagée dans l'intérêt de l'exploitation. Ça veut dire que si vous faites une dépense, en fait, il faut que l'entreprise y trouve un intérêt. Si par exemple, vous faites des travaux chez vous,
bah forcément, l'entreprise, sauf si vous travaillez chez vous, mais si vous ne travaillez pas chez vous, les dépenses que vous allez faire, bah, la société, ce n'est pas dans son intérêt, donc ça ne sera pas déductible. Enfin, c'est du bon sens, mais c'est un exemple. Alors, des fois, en effet, il peut y avoir des cas un peu litigieux, mais le principe qui guide la déduction, c'est qu'il faut que ça soit dans l'intérêt de l'entreprise. Il faut que ça soit aussi rattaché à une gestion normale de l'entreprise. Donc, on va voir, par exemple, par la suite, là, vous pouvez faire des cadeaux à vos clients, mais il faut que ça soit cohérent, en fait, avec le client, ce qui vous apporte comme contrat. Donc, il faut que ça corresponde à une gestion normale. Vous ne pouvez pas faire des dépenses exorbitantes pour un intérêt qui n'existe pas pour l'entreprise. Après, l'autre critère, mais ça, on le retrouve rarement, mais il faut que ça soit une charge effective. C'est-à-dire, pour que ça soit déduit, en fait, il faut que ça soit la société qui l'a payé, qui l'a supporté. Bon, ben ça va de soi. En général, la société, elle a payé la dépense, mais on peut retrouver certains cas où des dépenses sont déduites alors que ce n'est pas forcément la société qui a supporté la charge. Après, on le rappelle, mais ça on le rappelle à chaque fois, c'est que pour pouvoir déduire une dépense, il faut qu'il y ait un justificatif. Bon, ben, le justificatif, généralement, ça sera la facture du fournisseur. Après, ça va être, quand vous allez au restaurant, les tickets restaurants, enfin les notes de restaurant. À chaque fois, n'oubliez pas par exemple, quand vous allez au restaurant, de mettre qui vous avez invité, le client, le fournisseur, justement pour justifier de l'intérêt de la dépense pour l'entreprise. Donc, il faut bien garder à chaque fois vos justificatifs. Et la dernière condition pour le déduire, il faut que ça soit pris en charge sur l'exercice au cours duquel la dépense a été engagée. C'est-à-dire que si vous faites des travaux, par exemple, en 2021, ben, vous ne pouvez pas les déduire en 2022, quoi. Donc, ça sera trop tard. Donc, il faut bien en fait les déduire sur l'exercice qui est concerné par la dépense. Donc, bah ça, en général, nous, c'est les contrôles qu'on fait quand on fait les bilans, que c'est bien rattaché au bon exercice, mais on vous rappelle en fait les principes. Donc c'est ces 5 principes-là. Là. Alors, après, on va donner des exemples, là, justement, pour vous donner des cas un peu pratiques. Mais il faut revenir à chaque fois à ces bases-là qui sont essentielles pour déduire une dépense. Alors justement, il y a un principe que le fisc met souvent en avant, c'est gestion normale de l'entreprise. Donc, on a parfois nos clients, notamment des entrepreneurs qui achètent des voitures de sport et qui les mettent à l'actif de l'entreprise. Alors ça se fait un peu moins maintenant parce qu'il y a une taxe qui est quand même très très pénalisante pour les voitures de sport, la taxe sur les véhicules de société. Ça peut représenter 7 à 8 000 euros de taxes par an à payer si c'est sur le nom de la société. Mais pendant longtemps, on avait cette notion de gestion normale de l'entreprise. Si vous êtes boulanger et que vous achetez une Porsche qui est à l'actif de votre SARL, est-ce que c'est normal qu'un boulanger utilise une voiture de sport pour son activité? En quoi la voiture de sport va servir au boulanger? Et c'est là-dessus que souvent il y a des points de discussion avec le fisc qui dit bah oui mais attendez, je comprends pas, je vois pas pourquoi, je vois pas en quoi cette dépense par rapport à cette activité est cohérente, c'est-à-dire que cette dépense oui mais pas pour cette activité. Et on va le voir, on va en reparler avec notamment les frais, tout ce qui est frais de loisirs, etc. Donc c'est vraiment par rapport à ces principes, c'est le carcan sur lequel le fisc revient systématiquement, et c'est sur ces points-là que les discussions se font. Donc c'est à vous de trouver des arguments pour démontrer pour que chacun des 5 points est respecté lorsque vous engagez des dépenses dans votre entreprise. Donc concrètement, eh bien on va passer dans le vif du sujet. Alors, voilà, le vif du sujet. On va commencer par les choses qui sont vraiment, qui nous sont souvent demandées. Est-ce que je peux, Jean-Luc, passer un costume, ou 2 costumes, ou 5 costumes par an, et mes frais de coiffeur dans les charges d'entreprise? Voilà, alors donc, on va revenir un peu à des cas pratiques, en effet, qu'on nous pose souvent, c'est régulier. Alors, les dépenses vestimentaires, le principe, c'est qu'on peut déduire des costumes ou des vêtements que si c'est lié à l'activité professionnelle. Donc, les cas les plus courants, par exemple, ça va être l'avocat, avec la robe de l'avocat,
ça va être la blouse de l'infirmière, du médecin. Donc ça, c'est des vêtements professionnels. Donc ça, il y a pas de discussion, en fait, on peut les déduire. Par contre, le costume, en fait, donc qu'on a besoin pour sortir, etc., ça, c'est personnel. Donc, c'est pas admis, par le fisc là, pour les déduire dans les frais. Pareil, le coiffeur. Le coiffeur, forcément, vous avez besoin d'aller chez le coiffeur. Il n'y a pas d'intérêt pour la société que vous alliez chez le coiffeur, hein. Donc, le coiffeur, pareil, ça ne peut pas se déduire, c'est des dépenses personnelles, sauf éventuellement si vous êtes une speakerine ou vous êtes comédien, des choses comme ça, quoi. Mais, donc là, on pourra justifier en effet de l'intérêt professionnel, mais les personnes comme vous et moi, là, où ce n'est pas leur activité, donc les vêtements et le coiffeur, ça ne se déduit pas. Jean-Luc, les frais de coiffeur, tu te doutes bien que j'en ai pas beaucoup à faire passer sur ma société, mais néanmoins, les costumes, c'est vraiment, prenons un cas pratique, hein, c'est que nous, dans notre métier, notamment quand on va chez les clients, quand il y a un contrôle fiscal, je sors le costume. Et le costume, je ne le mets pas le week-end pour jouer avec mon fils. Donc, le costume, moi, je considère que c'est mon outil de travail, le costume. Le costume, je l'utilise pour travailler. Je n'utilise pas le week-end. Alors oui, je peux l'utiliser pour un mariage, tu vas me dire. Mais n'empêche qu'à 90%, mes costumes, je les utilise à des fins professionnelles. Donc, je le dis et je tiens à le partager avec ce soir la communauté, c'est que moi, je passe un costume par an. Bon, j'ai été contrôlé fiscalement, j'en ai parlé au contrôleur, il a un peu tiqué, c'est vrai, mais il a quand même accepté, si tu veux, l'argumentation. Alors, un par an, oui, mais on tolère quand même. Oui, mais après, c'est ton choix de ne pas mettre un costume le week-end ou pas mettre un costume le soir pour sortir. Mais normalement, c'est une dépense personnelle. C'est ce que dit l'administration. Bon, je continue. Moi, je continuerai à me battre parce que mais il y a discussion. C'est pas de la fraude. Vous voyez, ça c'est intéressant parce que ça c'est des dépenses. C'est pas des dépenses qui posent vraiment problème parce que on peut se prendre un petit redressement là-dessus. Le tout, c'est que vous sachiez que si vous le faites, vous risquez le redressement. Mais c'est pas pour autant que vous êtes dans la fraude. Vous n'allez pas avoir 40% de pénalité. Vous êtes simplement dans l'interprétation des textes qui peut être un peu différente avec le fisc. Donc, ça peut être des points de discussion. C'est risqué. Je suis d'accord avec toi, Jean-Luc. Il y a une prise de risque à passer les costumes et les frais de coiffeur dans les frais de l'entreprise et de se les faire rembourser. Alors, les abonnements aux plateformes. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, les abonnements en plateforme, c'est pareil, hein. Si vous pouvez prendre un abonnement de Netflix, ou Deezer ou Amazon. Vous pouvez prendre un abonnement Netflix s'il y a une utilité professionnelle. Donc, un abonnement Netflix, par exemple, si vous êtes réalisateur de films ou scénariste ou choses comme ça, forcément, vous avez, de par votre métier, là, il faut que vous preniez des abonnements pour suivre des émissions. Pareil pour Deezer. Deezer, éventuellement, vous pouvez le déduire si vous êtes musicien, donc vous avez besoin d'écouter la musique. Et Amazon, si vous faites vos achats professionnels sur Amazon, vous pouvez le déduire. Mais ça va rester quand même des cas assez marginaux parce que c'est difficile dans la majorité des cas de justifier professionnellement d'un abonnement à Netflix, à Deezer. Bon, Amazon encore, il travaille beaucoup avec les professionnels, mais Netflix, Deezer, pour moi, c'est un peu tiré par les cheveux, sauf si c'est son activité professionnelle. Encore les cheveux, merci. Attends, 10 heures, je te prends 2 exemples concrets où je pense que c'est assez facilement, on peut assez facilement les passer. 10 heures, si tu as un magasin, tu mets de la musique, tu as le droit de passer 10 heures. Alors, je crois qu'il y a des sujets SACEM, etc. Mais si tu veux mettre de la musique d'ambiance, voilà, tu peux prendre un abonnement 10 heures. Pour ça si tu es dentiste et que tu mets de la musique d'ambiance dans ta salle d'attente, tu peux passer 10 heures si tu... Hein? Oui, voilà, c'est ça, il faut voir au cas par cas. Là, tu donnes des voilà. en effet. Netflix, dans mon bar, dans mon resto, je mets des films en fond d'écran, je diffuse un peu des contenus pour animer un peu, voilà. Je peux passer mon Netflix. Voilà. Alors évidemment, c'est propre à des activités spécifiques.
Mais en effet, c'est tout à fait l'approche qu'il faut avoir. Il faut pouvoir après justifier de l'utilité qu'il peut y avoir pour la société. Mais dans les cas que tu donnes, en effet, bon, bah, il y a une utilité sociale, donc ça peut passer dans les frais. Ok, location de bateau et dépenses de chasse. Pourquoi est-ce qu'on parle de location de bateau et dépenses de chasse? Il y a un cas bien particulier. Jean-Luc, je te laisse l'expliquer. Alors, bah, les dépenses. Alors, en fait, l'administration, elle a fait une ligne spéciale là, pour les locations de bateaux, les dépenses de chasse. En fait, ils considèrent que c'est des dépenses somptuaires. Donc, c'est des dépenses un peu bah, pour les riches, quoi, si on peut le qualifier comme ça. Et donc, elle n'admet pas ces déductions de dépenses. Éventuellement, ça pourrait se déduire si on invite des clients ou des choses comme ça pour des sorties. Mais le principe, c'est que c'est pas déductible, ça ne peut pas passer dans les frais. Bon, après, c'est des cas un peu marginaux, hein, dépenses de chasse, location de bateau. Voilà. Non, mais c'était très à la mode dans les années 80, Oui. souviens-toi, quand on était étudiant. C'était le genre de truc notamment dans les partis politiques où à l'époque on invitait ses avocats au golf, etc. Et la dépense de chasse et les bateaux. Et c'est vrai que le fisc, n'oublions pas qu'on était, sans faire de politique, mais qu'on était à cette époque-là sous un régime socialiste, eh bien, il avait mis en place un système de pénalisation de ce qui était signe extérieur de richesse, c'est-à-dire location de bateau, dépenses de chasse. Vous pouvez le faire payer par la société, mais vous payez l'impôt sur les sociétés dessus, plein pot. Donc, c'était fiscalement non déductible. Donc, là, on l'a mis un peu parce que c'est... j'allais dire, comme tu dis, c'est un peu anecdotique, mais il faut le savoir, c'est toléré fiscalement, c'est toléré de le faire. Par contre, fiscalement, on ne peut pas le déduire. C'est-à-dire qu'on paiera de l'impôt dessus. On continue avec les frais de voyage et déplacement. Je pars à Rio, là, au mois de décembre, pour un congrès d'experts comptables international, et je pars avec ma femme et mes enfants. Qu'est-ce que je peux passer? Tu as de la chance déjà. Je pense d'avoir une femme et des enfants, oui. Alors, tu peux Allez, passer. Alors, comme c'est un congrès, forcément, c'est professionnel. Alors, ça se fait beaucoup dans certaines professions, notamment les professions libérales. Il y a souvent des congrès qui sont organisés dans des pays tropicaux comme ça. Donc, en effet, après, il faut que les congrès, quand même, il y a matière sur le sujet, quoi. Hein. C'est pas non plus un hôtel au bord de la mer. Donc, il faut qu'il y ait des conférences, des choses comme ça. Et en effet, ces frais-là, ils peuvent passer dans les frais de la société puisqu'il y a une utilité professionnelle. Par contre, pour la partie de ton épouse et de tes enfants, eux, en fait, ils vont essentiellement aller se baigner. Donc, on déduit qu'une partie dans ces cas-là. Donc, si tu vas avec ton épouse, par exemple, on déduira la moitié. Si tu vas tout seul, on déduira la totalité. La totalité, donc le voyage, enfin l'ensemble des frais du congrès. Après, dans ces cas-là, il faut bien garder les justificatifs, hein, c'est important, pour montrer qu'en effet, c'était un séminaire, il y avait des sujets techniques, etc., et que ce n'était pas qu'un voyage à Rio, quoi. Non, alors précisons simplement que souvent, les organisateurs qui sont très malins te facturent, par exemple, le voyage à Rio pour monsieur et madame, c'est 2000 € aller-retour, 3 nuits sur place. Et en fait, c'est 1800 € si tu es célibataire, et madame, c'est 200 €. Donc en fait, ça permet, lorsque c'est indiqué comme ça sur la facture, eh bien, madame, on va réintégrer que 200 € et on va passer 1800 € pour le reste, puisque le participant principal paye 1800 €. Oui. Mais sinon, en effet, c'est fait au prorata du nombre de têtes. La voiture personnelle du dirigeant. Oui. Qu'est-ce qu'on peut passer, Jean-Luc? La voiture personnelle, pareil, si vous utilisez votre voiture pour aller chez les clients, aller chez les fournisseurs, faire des déplacements professionnels, vous pouvez déduire les frais. Alors, généralement, c'est des frais kilométriques, quoi. C'est le cas où la voiture, elle est à votre nom, vous faites des déplacements professionnels. Après, donc les frais kilométriques, c'est assez réglementé quand même, hein, puisque faut justifier quotidiennement du nombre de kilomètres que vous avez fait et qui vous êtes allé voir. Et après, il y a l'application du barème kilométrique.
Donc sur le sujet, je crois qu'on avait fait déjà un webinaire assez bien détaillé là, sur les intérêts de faire les frais kilométriques. Mais si vous utilisez votre voiture personnelle puis que vous justifiez des déplacements que vous avez faits, il n'y a aucun souci pour déduire les frais en appliquant les frais kilométriques. Ouais, et donc, attention, les frais kilométriques, on le rappelle rapidement parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet, qu'on a déjà fait des vidéos là-dessus. Vous pouvez vous inscrire sur la chaîne YouTube et voir ces vidéos. Ça veut dire que les indemnités kilométriques, ça couvre les frais de carburant, ça couvre les frais d'entretien, ça couvre les frais d'assurance et ça coûte évidemment les frais d'achat. Donc, n'allez pas prendre des indemnités kilométriques et en plus nous passer la facture de changement de pneus sur la société, où l'assurance, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est pas les deux. Je complète avec ce que tu as dit là, parce qu'en fait, des fois, c'est pas toujours connu. C'est la société, elle peut payer, elle, par contre, les frais de péage et les frais de parking. Dans les frais kilométriques, il n'y a pas les frais de péage et les frais de parking. Donc, la société, en effet, elle ne payera pas l'assurance, l'entretien et le carburant, mais elle pourra payer le parking et le péage. Ouais. Et pour boucler le sujet, qui est un vaste sujet, en 2 mots, pour répondre à la question de Camille, sur qu'est-ce qui vaut mieux passer, indemnité kilométrique ou frais réels, si vous faites beaucoup de kilomètres, beaucoup de kilomètres, vous avez évidemment intérêt à vous passer des indemnités kilométriques, c'est-à-dire plus de 20-25 000 kilomètres par an, il faut passer des indemnités kilométriques. Si au contraire vous faites très peu de kilomètres et que vous voulez plutôt acheter un véhicule neuf, vous avez intérêt à passer sur la société. Voilà, grosso modo, la grosse image de l'arbitrage. Mais après, ça demande souvent de faire des simulations. Si vous voulez affiner, on a des outils pour ça. On peut vous faire des simulations, des études personnalisées. Mais retenez que beaucoup de kilomètres, voiture ancienne, indemnité kilométrique, peu de kilomètres, voiture neuve, frais réels plutôt. On continue. Bon, les indemnités kilométriques, on vient d'en parler. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que les indemnités kilométriques, elles sont dégressives avec le nombre de kilomètres. C'est-à-dire que plus vous allez faire de kilomètres dans l'année, plus l'indemnité au kilomètre va tendre à diminuer. Donc, faut faire ces calculs. Ça marche aussi pour les motos de société. Il y a un barème kilométrique pour les motos de société, les scooters également, et j'allais dire les vélos, mais non, les vélos, on en parlait avec Jean-Luc tout à l'heure. Les vélos, qu'est-ce qu'on peut faire, Jean-Luc? Alors sur les vélos, il y a l'équivalent, mais c'est pas un barème kilométrique, c'est ce qui s'appelle un forfait mobilité durable. Donc, ça permet quand même de vous faire rembourser une partie du vélo, puisque ça va jusqu'à 500 € par an et par salarié. Donc, c'est aussi une solution. Tout à fait. Les frais de restaurant donc les frais de restaurant, évidemment, on va rien vous apprendre. Évidemment que si c'est fait dans l'intérêt de l'entreprise, là aussi, allez-y mollo. Les frais de restaurant, c'est pas un resto tous les jours, et il faut que votre activité, elle est que ce soit justifiable. C'est-à-dire que pour chaque restaurant où vous invitez quelqu'un, pour que vous soyez capable d'indiquer le nom du bénéficiaire. Alors, je vais vous dire un truc, d'ailleurs, que j'ai jamais dit à personne, mais en 25 ans de métier et une centaine ou un peu plus de contrôles fiscaux auxquels j'ai participé, eh bien, je n'ai vu qu'une seule fois le fisc téléphoner à quelqu'un qui avait été indiqué sur une note de resto pour vérifier s'il avait bien participé. Donc, le fisc vous demande de marquer le nom, donc marquez-le. Marquez le vrai nom, parce qu'on n'est pas là pour frauder, donc marquez-le. Sachez que c'est très très rare qu'ils contrôlent, c'est-à-dire qu'ils appellent la personne concernée. Mais ils peuvent le faire. Mais, je vous l'ai dit, une fois sur 100, peut-être, une fois sur 200, ils ont quand même d'autres chats à fouetter que d'aller faire ce type de contrôle qui était fait dans les années 70, dans les années 80. Évidemment, il est passé du temps là-dessus. Mais aujourd'hui, les sujets sont plus tout à fait les mêmes. Et voilà, sachez-le, marquez bien le nom des bénéficiaires et vous serez tranquille. Les Deliveroo, Uber Eats et même les frais de courses dans les grandes surfaces ou ailleurs, peu importe, chez le traiteur,
Est-ce qu'on peut passer ça, Jean-Luc? Dans quelles conditions on peut le passer? Alors, normalement, c'est des dépenses personnelles, en effet, quand on fait les courses. Après, on peut les déduire quand même. Bon, si vous êtes sur un chantier, le midi, vous devez manger sur place. Vous n'avez pas le temps d'aller au restaurant, on peut déduire les frais de course. Et puis là, dans l'exemple que tu donnes, là, de dîner à la maison, là, si vous invitez des bons clients à déjeuner chez vous, en effet, hein, vous pouvez faire rembourser le traiteur ou les frais de Deliveroo, Uber ou les autres frais, puisque il y a un intérêt pour la Les société. bouteilles de vin. Les bouteilles de vin. Le vin aussi. Hein. Même de champagne. Et on a le cas, quand vous faites une inauguration, par exemple, vous faites une inauguration dans votre entreprise, ou des événements même, ou des repas avec les salariés, le repas de Noël, des choses comme ça, tous ces frais-là, vous pouvez les déduire. Par contre, pour compléter, ce qu'on ne peut pas déduire, c'est le repas du midi, quoi. Le repas du midi, si vous travaillez chez vous et le midi, vous allez manger au restaurant, ça normalement, c'est des dépenses personnelles, quoi. Quand vous avez des salariés, les salariés, vous ne leur payez pas le repas du midi pour aller manger au restaurant. Donc, c'est pareil, c'est un peu du bon sens. Le repas du midi, c'est un repas personnel, sauf si vous êtes en mission à l'extérieur et vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Donc, vous êtes obligé de manger sur place. Donc là, vous pouvez le déduire. Mais si vous travaillez à côté de chez vous, normalement, vous rentrez chez vous le midi, quoi. Ouais, exactement. Donc, on répond à une question qui était dans le chat, c'est que les dépenses sur le terrain, en effet, vous pouvez les passer. Vous pouvez les passer à partir du moment où c'est pas au coin de la rue de chez vous. Donc, voilà. Jean-Luc vient de le dire, c'est que si c'est éloigné de chez vous, donc plus de 20-25 minutes de transport de chez vous, à partir de ce moment-là, eh bien, vous pouvez évidemment les passer. Vous les faire rembourser par la société avec des systèmes de plancher et de plafond, très honnêtement, qui sont pas toujours appliqués. Voilà, c'est pas le sujet du jour, mais retenez que vous pouvez passer des frais de restaurant et vous pouvez passer des frais d'organisation de repas dans les dépenses d'entreprise quand c'est fait dans l'intérêt de l'entreprise, évidemment. Et on peut même récupérer la TVA. On n'en a pas parlé, on ne parle pas de TVA là, mais sur le frais de restaurant, on peut même récupérer la TVA. Donc, il faut bien demander au restaurateur de faire apparaître la TVA, par contre, pour la récupérer. Et évidemment, si les repas sont organisés au siège de l'entreprise, oui, évidemment, ça marche aussi à l'entreprise. Voilà. Ça se faisait avant la crise du Covid, ça s'est fait pendant le Covid et ça va se faire encore après. Vous pouvez inviter des gens ou même faire des réunions, des plateaux repas, ça se fait beaucoup à Paris, des plateaux repas, vous commandez sur les plateformes et puis vous faites livrer. Pas qu'à Paris d'ailleurs, hein, n'est-ce pas Jean-Luc? À Toulon aussi. Oui, un peu oui. En métropole. Alors, le loyer et les charges d'administration du dirigeant. Alors, en effet, on a beaucoup d'entrepreneurs là qui travaillent de chez eux. Alors, le principe, en fait, pour déduire les frais, il y a deux types de frais. Il y a les frais qui sont liés au domicile, genre les consommations d'électricité, d'Internet, le chauffage, etc. Donc, tous ces frais-là, en fait, on peut les refacturer à la société pour la quote-part, en fait, de consommation. Donc là, il n'y a pas de règle, en fait. Il faut déterminer l'usage professionnel qu'en effet. Par exemple, Internet, on va pouvoir considérer 80%, ça va servir pour l'entreprise. Après, pour l'électricité, peut-être moins, puisque si vous avez une machine à laver, etc., la partie professionnelle, elle sera plus limitée. Mais donc, vous pouvez faire une quote-part comme ça et que vous refacturez à la société. Et dans ces cas-là, ça sera des remboursements de frais, donc ça passera dans les frais de la société. Puis pour vous, il n'y aura rien à déclarer, puisque c'est des frais que vous avez payés vous les faites rembourser par la société. Pour le loyer, c'est un peu plus délicat. Donc, si vous refacturez un loyer à la société, donc ça va faire des frais, en effet, pour la société. Donc, c'est un peu logique, hein, puisqu'elle utilise les locaux. Donc, c'est logique, c'est dans son intérêt. Enfin, il n'y a pas trop de discussion qu'elle paye une quote-part de loyer. Par contre, vous, de votre côté, comme c'est déduit d'un côté, il faudra le déclarer en revenu foncier. Donc, ça vous fera des revenus à déclarer. L'avantage qu'il peut y avoir, c'est que ça vous permet de récupérer de l'argent de la société sans avoir à payer de cotisations sociales, puisque
sur les loyers, il n'y a pas de cotisation sociale. Donc, la société va payer des frais et vous les déclarez, mais ça rentrera dans les revenus fonciers sans charge sociale. Éventuellement, si vous n'avez pas si vous n'avez pas d'autres revenus fonciers, vous pourrez bénéficier du microfoncier qui permet en fait d'avoir un abattement forfaitaire et vous serez imposé sur un montant de loyer réduit, quoi. Donc la société, elle déduira 100% et vous serez imposé que sur une partie du loyer. Jean-Luc, je complète ton propos, mais souviens-toi que sur les revenus fonciers, il y a quand même des prélèvements sociaux, 17,8% il me semble. Donc c'est vrai que c'est pas des charges sociales, mais ça vient quand même. Alors c'est vrai que quand on est dirigeant d'une entreprise, une rémunération, c'est plutôt entre 45 et 65% selon le statut de cotisation sociale. Donc 17%, c'est toujours moins. Mais il y a quand même ces 17% en plus de l'impôt sur le revenu, hein. Oui, tout à fait. Oui, c'est pas non plus à zéro, quoi. C'est pas une optimisation, c'est pas l'optimisation du siècle que de se verser un loyer voilà, que de se verser un loyer quand on travaille chez soi. Sachez-le. Mais les petits ruisseaux font les grandes rivières. C'est vrai. C'est vrai, on est là pour parler des petits ruisseaux et des grandes rivières. Les frais de téléphone, bon, les abonnements aux plateformes, on en a déjà parlé. Il y a un petit doublon là. Il faudra qu'on l'enlève. Les frais de téléphone, évidemment, et les abonnements Internet, évidemment, ça passe dans les frais de l'entreprise. Donc, si vous ne l'avez pas fait, il faut le faire dans des proportions qui sont là aussi discutables et négociables, selon que vous travaillez totalement chez vous ou seulement le soir ou le week-end, et que vous avez un téléphone pro ou pas. Alors, tout ce qui est prothèse dentaire, auditive et les frais de chirurgie esthétique, je me fais refaire le nez, est-ce que j'ai le droit de passer ça dans les charges de l'entreprise? Alors, on va revenir un peu, ça se rapproche un peu des dépenses de coiffeur, hein, donc, ces dépenses-là, normalement, c'est du personnel. Si vous allez chez le dentiste, si vous refaites des prothèses, des choses comme ça, vous en avez besoin pour la vie de tous les jours. Donc, il n'y a pas trop vraiment d'utilité pour la société. Pareil, la chirurgie esthétique, hein, alors, l'utilité, pour pouvoir le passer, il faudra démontrer, par exemple, vous êtes présentateur de télé ou vous êtes, je ne sais pas moi, représentant. Donc, en effet, vous devez bien présenter. Donc, dans ces cas-là, il y a eu des arrêts d'ailleurs pour des professions libérales où ça a été admis en déduction, hein. En effet, c'était une personne qui était je crois, agent commercial, qui s'était fait refaire les dents et en effet, l'administration, elle avait refusé dans un premier temps. La personne n'était pas contente, elle avait fait de la jurisprudence et ça a été admis en déduction. Donc, à chaque fois, c'est pareil, il faut justifier de l'intérêt qu'il peut y avoir de déduire de telles dépenses. Bon, donc je ne peux pas me passer, si demain j'ai envie de me mettre des implants sur la tête, je ne peux pas les passer dans les activités professionnelles. Ce sera difficile. Oui. Non, mais ce sera difficile. Non, mais la réalité, c'est que les dents, c'est vrai que les dents, c'est important parce que les dents, il y a les comédiens, il y a les présentateurs, le sourire, c'est quelque chose qui est très important professionnellement, y compris les agents commerciaux. Les cheveux, c'est moins important. Les prothèses auditives, c'est potentiellement important, mais ça joue aussi beaucoup dans la vie personnelle. Donc, c'est difficile de dire que elles ne sont faites que dans l'intérêt professionnel. Donc, on est plutôt dans un cas mixte. Les lunettes. Alors, les lunettes, c'est en fait, normalement, non. On ne peut pas passer des lunettes de vue, tout simplement parce que les lunettes de vue, elles sont remboursées par les mutuelles. Donc, le fisc vous dit oui, vous pouvez prendre des mutuelles. Si vous voulez vous faire rembourser vos lunettes, vous n'avez qu'à prendre des mutuelles. Et si vous n'avez pas de mutuelle, normalement, vous ne pouvez pas vous faire rembourser les lunettes de vue, comme vous ne pouvez pas vous faire rembourser les frais du médecin. Si vous n'avez pas de mutuelle, ce n'est pas pour autant que vous pouvez passer sur l'entreprise vos frais de médecin. Par contre, si vous prenez une mutuelle, ça vous permet de passer en charge indirectement vos frais de médecin puisque la mutuelle va les rembourser. Et donc, les lunettes, c'est un peu la même chose. Alors, des lunettes écran bleu pour l'écran, pour le travail, oui, évidemment, ça, c'est professionnel. On peut considérer que c'est vraiment une dépense professionnelle qui n'est pas médicale,
qui est la même chose que voilà, les repose-pieds, les supports d'ordinateur, les rehausseurs d'ordinateur, etc. Je pense que les lunettes bleues, c'est un bon exemple. Un bon contre-exemple par rapport aux lunettes, c'est l'exception qui confirme un peu la règle d'ailleurs. N'est-ce pas, Jean-Luc? Tout à fait. Eh ben, la mutuelle, on en parlait. Alors oui, parce que souvent on voit des entrepreneurs qui étaient salariés, qui sont passés au chômage, qui ont été inscrits au Pôle emploi, donc ont mis en place une mutuelle personnelle et ils lancent leur boîte. Et puis au bout de 2 ans, ils nous disent ah mais oui, mais ma mutuelle perso, pourquoi c'est pas la société qui la prend? Bien évidemment. Ou est-ce que ma société peut la prendre? La mutuelle, l'entreprise peut vous payer une mutuelle, mais attention, il faut que le contrat de mutuelle soit fait au nom de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise ne peut pas vous rembourser une mutuelle que vous avez vous à titre perso, donc à titre personnel. Donc quand vous contractualisez votre contrat de mutuelle, ou si vous êtes déjà adhérent auprès d'une mutuelle en tant que particulier, si vous voulez la basculer sur votre société, il faut que vous alliez voir votre mutuelle et vous lui expliquiez votre cas en disant, ben voilà, je suis dirigeant d'entreprise, j'aimerais la basculer sur l'entreprise, est-ce que vous pouvez me faire? Et ils vont vous faire un nouveau contrat parce que c'est pas les mêmes contrats. Voilà. Donc sachez-le, c'est possible, mutuelle, prévoyance, ça aussi, hein, c'est des bonnes pratiques. Il faut mettre en place ce type, surtout les prévoyances, la mutuelle, c'est un peu du confort, mais si vous en avez une, vous pouvez la mettre. La prévoyance, évidemment aussi. Prévoyance, ça veut dire, je le rappelle, la prévoyance, c'est l'assurance qui va vous, en cas d'invalidité, d'accident grave, etc., de perte de revenus, la prévoyance, elle va vous verser un capital, elle va vous verser une rente. Donc, elle est là pour couvrir les risques lourds. Alors qu'une mutuelle, on dit que c'est du confort parce que si jamais vous n'avez pas de mutuelle, c'est pas ça qui va vous mettre sur la paille, c'est pas ça qui va vous mettre votre famille en danger, si vous n'avez pas de mutuelle. Par contre, la prévoyance, ça peut être ce qui peut vous sauver financièrement quand même. Les frais de formation du dirigeant, oui, évidemment, vous pouvez les passer. Frais de formation du dirigeant et de documentation. Si je suis abonné au Parisien, à Paris Match, à je ne sais quoi, Biba, People, etc. Est-ce que je peux passer ça en charge, Jean-Luc? Dans quel cas je peux passer ça en charge? Alors, c'est des revues générales. Donc, le principe, en effet, c'est que vous abonnez à un journal, à une revue générale, forcément, c'est personnel. On peut trouver des cas un peu particuliers. On a notamment chez les médecins, là, dans le hall d'accueil, en effet, souvent, on a des journaux. Donc, ces journaux-là, en effet, il peut les faire passer sur les frais de la société. Dans les salons de coiffure aussi. Donc, il y a une utilité professionnelle, hein, puisque vous n'allez pas avoir un salon de coiffure sans journaux. Donc, vous voyez, donc c'est vraiment au cas par cas, si on peut justifier d'un intérêt pour la société, en effet, ça pourrait être pris en charge par la société. Donc, on ne peut pas citer tous les cas, quoi, mais il faut revenir en fait au principe de base. On en revient toujours aux mêmes règles, au principe de base. Les cadeaux, les montres, les voyages, fleurs, cinéma, voilà, toutes ces dépenses, je te laisse en expliquer. Alors, les cadeaux. Alors les cadeaux, oui, les cadeaux, alors c'est intéressant parce que pour les cadeaux, en fait, il n'y a pas de limite. On pourrait faire des très gros cadeaux à des clients. Il faut qu'il y ait en fait une contrepartie commerciale. Alors, en fait, c'est ce que tu disais en introduction. Là, il y a un arrêt qui est assez célèbre. Donc, c'est l'arrêt du manteau de coiffure. C'était repris par un professeur assez connu en fiscalité qui s'appelait Maurice Causian et qui le citait régulièrement. Donc, c'est l'arrêt du manteau de coiffure. C'est un client qui avait offert à un de ses clients, quelqu'un qui a été contrôlé, qui a offert à un de ses clients un manteau de coiffure. Et bien entendu, lors du contrôle, l'administration a considéré que déduire un manteau de coiffure, ce n'était pas dans l'intérêt de l'entreprise et l'a réintégré des résultats imposables. Donc la personne, elle ne s'est pas laissée faire, donc elle a contesté le redressement et à la fin du compte, elle a eu gain de cause parce qu'en fait, elle a démontré que grâce à son manteau de coiffure là, qui avait été offert, elle avait pu signer un gros marché qui lui avait rapporté beaucoup. Et il a eu gain de cause. Donc, on peut déduire, en effet, après, donc,
c'est resté, hein, cet arrêt. Et les cadeaux, il n'y a pas de limite. Si vous arrivez à démontrer l'intérêt pour la société, vous pouvez le déduire sur l'entreprise. Tout Alors, à fait. Je peux citer aussi un exemple très simple d'un client que j'avais qui était importateur de charbon en France et qui, pour faire tourner son business, invitait et faisait des cadeaux vraiment énormes à ses clients. C'était assez impressionnant. Donc, souvent, place Vendôme, des bijoux, des montres. Même des plateaux de fromage. Un jour, un plateau de fromage, 250 € de plateau de fromage, eh bien, c'était ce qui avait été demandé par un de ses apporteurs d'affaires juste avant de prendre l'avion, de retourner en Pologne. Voilà. Donc, et il a été capable, il a été contrôlé. Évidemment, le fisc a été un peu surpris de l'importance et de la nature de toutes ces dépenses, mais à chaque fois, il avait la réponse, à chaque fois, il avait un nom, à chaque fois, il était capable d'expliquer exactement pourquoi il avait fait cette dépense et d'expliquer aussi que son métier, c'était un peu ça, c'était de mettre de l'huile entre des acheteurs et des vendeurs, et donc il fallait créer de la fidélité, un lien, voilà, avec ces acteurs, que c'était le cœur même de son business. Alors évidemment, on est très borderline parce que en fait, on est dans un système. On n'est pas loin de système de corruption quelque part, donc de rémunération. Donc il y avait un risque que le fisc ou que l'URSSAF nous dise, mais attendez, mais tout ça, vous êtes en train de m'expliquer que c'est quelque part des salaires que vous donnez à des gens pour qu'ils signent des gros contrats. Les acteurs, c'était EDF, hein, c'était les charbons, les producteurs de charbon en Pologne. C'était une forme de corruption et ben, il a été contrôlé fiscalement et par l'URSSAF et il n'a pas été du tout redressé. Il y avait même, je me souviens, une planche à voile. J'avoue que quand j'ai vu ça dans les comptes, l'achat d'une planche à voile, je lui avais dit, évidemment, il avait un fils de 15 ans, je lui ai dit, c'est quand même un peu, c'est très, très borderline. Il m'a dit, je te promets, c'est un cadeau, j'ai le nom du bénéficiaire, et le fisc est passé derrière et n'a pas redressé parce qu'il avait l'argument et parce que il avait préparé toute son argumentation derrière ça. Voilà. C'est un peu extrême comme exemple, mais c'est pour dire que ça dépend pas mal, ça dépend de votre capacité à argumenter. Pour passer les cadeaux. Donc ça peut très vite évidemment déraper, faites pas n'importe quoi, mais on peut quasiment tout offrir en cadeau à un client ou un apporteur d'affaires ou un fournisseur. Hein. Alors c'est plafonné pour ce qui est des cadeaux aux salariés, ça c'est plafonné. Mais pour les clients, il faut que ce soit ce que disait aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, il faut que ce soit proportionné à ce que ça vous apporte, d'accord? On n'offre pas une Rolex de 3 000 € à quelqu'un qui va vous faire gagner 4 000 €. C'est pas possible. Par contre, 3 000 €, si vous fait gagner 30 000 ou 50 000 €, ça peut passer. Mais bon, attention, hein, faut pas trop tirer sur la corde non plus. Et on termine avec dernier, c'est pas forcément la ligne la plus originale, mais là aussi, sachez-le, les frais supportés avant la création de votre entreprise. Alors, jusqu'où on peut aller là-dedans, Jean-Luc? oui, alors justement, on nous pose aussi quand même assez souvent la question sur ce sujet-là. Alors, les frais, en effet, qui ont été supportés à titre personnel, hein, puisque c'est vous qui avez forcément payé, puisque la société, elle n'était pas immatriculée. Donc, tous ces frais-là, ils peuvent être repris par la société si ils ont une utilité pour la société. Donc, par exemple, si vous avez acheté avant la création de la société du matériel qui est spécifique à l'activité de l'entreprise, l'entreprise, après, elle pourra vous rembourser et elle les prendra en charge. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, il n'y a pas de délai. En fait, l'administration, elle ne fixe pas de délai. Donc, moi, j'ai eu un cas où on a pu déduire des frais qui avaient 1 an, quoi. La personne, elle avait travaillé, en fait, sur son projet d'entreprise et elle avait engagé des frais. Et ces frais-là, en fait, on les a repassés sur la société, donc plusieurs mois après, hein. Et on a été contrôlé, il y a eu un contrôle, hein, et l'administration a considéré, en effet, on a justifié que c'était des dépenses qui étaient nécessaires à l'activité de l'entreprise. Et elle n'a pas contesté, donc c'est passé dans les frais, malgré que la société n'était pas créée à l'époque. Donc je pense qu'il y a une certaine souplesse par rapport à la déduction de ces frais. Donc toi, tu dis qu'on peut remonter jusqu'à 1 an avant la création de l'entreprise. Si j'ai acheté un ordinateur 1 an avant de créer mon entreprise, que j'ai toujours la facture, il faut la facture. Oui, voilà, oui. Alors bon, alors un ordinateur, forcément, tu l'auras aussi utilisé à titre personnel. Donc
on va peut-être pas le refacturer à la société le prix qu'on l'a acheté un an auparavant. Surtout le matériel informatique, ça se déprécie assez vite. Mais si par exemple quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, il a acheté des perceuses, des choses comme ça, qui étaient forcément nécessaires à son activité professionnelle, il n'y a pas de souci pour que la société les reprenne, quoi. Très très clair. Merci, merci Jean-Luc. Et bien voilà, on est arrivé déjà au bout de ce webinaire. On a eu plein de choses. J'espère que vous avez pris vos points de repère, que vous avez déjà une idée un peu plus précise de ce que vous pouvez faire, qu'on vous a inspiré aussi dans tout ce que vous pouvez faire. Vous voyez que on peut passer quand même pas mal de choses en frais dans sa société. Le tout, c'est d'avoir l'argumentation et d'avoir, j'allais dire, la créativité. Il ne faut pas être trop créatif non plus, mais c'est à vous d'analyser votre activité, les situations, l'argumentation que vous pouvez mettre derrière pour passer en charge telle ou telle dépense. On répond aux questions. J'ai vu qu'Ali a répondu à beaucoup de questions. Il y a eu quand même pas mal de questions diverses et variées. Oui, il y a eu beaucoup de questions. Notamment les cadeaux. Alors j'en prends une. Les cadeaux aux collaborateurs. Y a-t-il une limite pour faire des cadeaux aux collaborateurs? Oui, ça c'est extrêmement surveillé par l'administration. En fait, on peut faire les cadeaux pendant les. Donc il faut que ce soit dans des circonstances, des événements particuliers. Donc Noël, naissance, des choses comme ça. Hein, c'est réglementé. Pardon. Mariage aussi, je crois. Mariage aussi, c'est réglementé, c'est plafonné et ça tombe vite dans les avantages en nature. On n'a pas parlé du CESU, qui est une façon intelligente dont on parle beaucoup dans nos webinaires, le CESU, C-E-S-U, notez-le. CESU, c'est un chèque que vous pouvez donner à vos salariés pour jusqu'à 1730 euros par an, 1830 euros par an. Pour rembourser leurs frais de service à domicile. Donc c'est une façon intelligente, y compris pour le dirigeant, si tout le monde dans l'entreprise en bénéficie, de passer en charge de l'entreprise tous les frais de service à domicile, y compris à votre domicile, donc du coup qui n'ont aucun lien avec l'activité professionnelle de l'entreprise, mais qui vous permettent de passer vos frais, ces dépenses indirectement en charge de l'entreprise. Le CESU, regardez nos vidéos là-dessus, on a fait des webinaires là-dessus et on a écrit des articles aussi là-dessus. Voilà. Dans les autres questions, il y avait des questions, pas mal de questions sur les véhicules aussi. Oui, il y a une personne qui demande si elle peut déduire les frais de gazole au lieu des frais kilométriques. Oui, c'est possible. Alors, je ne sais pas si c'est plus intéressant, mais si vous avez payé… Alors, c'est soit l'un, soit l'autre, hein. Ouais, voilà, c'est ça, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc c'est possible de choisir l'un ou l'autre, mais enfin, les frais kilométriques, normalement, c'est plus avantageux puisque ça inclut le carburant, l'entretien, l'assurance, mais pourquoi pas se faire rembourser les frais de carburant à la place des frais kilométriques, oui. Est-ce que tous ces principes de déduction fiscale sont applicables dans la SARL patrimoniale, demande Kevin. Non. Oui. Dans la SARL patrimoniale, il faut que ce soit lié à l'activité patrimoniale de l'entreprise, c'est tout. Voilà, c'est ça, oui. Quid des cadeaux ou invitations pour les apporteurs d'affaires? On vient d'en parler là, hein, les apporteurs d'affaires évidemment, mais les apporteurs d'affaires c'est un peu limite. Alors il y a eu une réglementation qui a été mise en place il n'y a pas très longtemps justement pour qu'il n'y ait pas trop de dérives là-dedans, les apporteurs d'affaires, mais parce que évidemment c'est des cadeaux qui sont faits, mais c'est souvent des rémunérations et normalement des honoraires d'apporteurs d'affaires c'est imposé du côté du bénéficiaire, alors que les cadeaux ils sont pas imposés du côté du bénéficiaire. Donc vous pouvez le faire, c'est pour le bénéficiaire que ça peut présenter un risque et si c'est répété, si c'est douteux, c'est-à-dire que l'apporteur d'affaires, il fait partie de votre famille, ou c'est des gens que vous connaissez très bien, etc., ou que vous le faites de façon récurrente, que c'est un peu toujours les mêmes qui touchent les cadeaux, eh bien, il y a quand même un risque de requalification en salaire, donc un risque URSSAF qu'il ne faut pas exclure.
Alors, si on est salarié, il y avait une question sur est-ce que je peux passer les dépenses de formation de mes salariés? Bah oui, évidemment. Hein, dépenses de formation des salariés, évidemment, vous pouvez les passer. Au contraire, c'est fortement incité. Jean-Luc, est-ce que tu vois d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu? Oui, il y avait une question. Alors moi, j'aurais tendance à dire non. Dans le cadre de travail au domicile, l'achat d'un aspirateur robot est-il déductible? Moi, j'aurais tendance à dire non parce que c'est vraiment personnel dans ces cas-là, hein, puisque le ménage, bah, forcément, qu'on travaille ou pas chez soi, on est obligé de le faire. Hein, enfin, je vois pas trop On peut l'acheter. Oui. Non, mais si tu l'achètes pour le bureau, tu l'achètes pour le bureau. Oui, mais tu vas pas le Si tu passer l'achètes pour le. Oui, mais si tu travailles chez toi, tu vas pas le passer que dans ton bureau, j'imagine. Voilà. C'est ça. C'est ça. Exactement. Donc, non, l'aspirateur du domicile, là, je confirme, non. L'aspirateur automatique, ça ne peut pas. Sauf si vous avez un bureau ailleurs et que vous dites que c'est utilisé pour le bureau. Mais si c'est que chez vous, là, ce sera retoqué. Hein. Et on nous dit, ben, en effet, alors en tant qu'interprète et traducteur en langue allemande dans un groupe de skieurs en Autriche, le voyage peut-il être considéré comme un séjour pédagogique? J'aurais tendance à dire oui, là, par contre, puisque si, en tant qu'interprète, si vous allez en effet en Autriche pour le travail, le voyage, à mon avis, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas déduit sur la société, quoi, hein, puisque c'est lié à votre travail, quoi. Tout à fait. Ouais. Bah, le Karcher, vous pouvez toujours prendre un Karcher à la place de l'aspirateur, mais ce sera la même histoire. Mais le Karcher, il peut nettoyer la voiture aussi, hein, si la voiture elle est au nom de la société. Donc vous voyez, tout ça, on pourra en discuter toute la nuit. On va être obligé d'arrêter parce que on peut débattre. On peut débattre. Voilà, il faut. Si vous le faites avec le sourire, ça peut passer. Le jour où le contrôleur fiscal vient, mais pas trop quand même. Hein. Il y a une personne qui demande si les déductions, c'est possible pour une entreprise individuelle. Alors oui, tout ce qu'on a vu, ça marche pour les entreprises individuelles ou les sociétés. Hein. Il n'y a pas de distinction. Voilà, bon allez, on va arrêter là parce que on sait que on pourrait y passer la soirée. Merci à tous d'avoir participé. Merci Jean-Luc. Ben, merci Xavier.